Mesdames et messieurs, bienvenue à notre dernière activité au programme pour aujourd'hui, appelée Fourchette et bonne conscience. Nous avons jumelé deux objectifs. En premier lieu, donner la parole à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, leader reconnu internationalement dans la formation des chefs cuisiniers, de chefs pâtissiers et d'administrateurs dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie. Nous profiterons également pour mettre en lumière l'ingéniosité de certains chefs pour éviter et diminuer le gaspillage trop souvent observé dans les cuisines commerciales. Et qui de mieux pour remplir ce mandat qu'une femme d'exception, une femme de première. Première femme journaliste sportive dans l'histoire des médias électroniques au Québec, première directrice de marketing d'une grande brasserie, première directrice générale d'une station de radio. Elle fut également, autre première, à occuper comme ministre de la Culture les postes tant du côté québécois que du côté canadien. Mais surtout, elle nous a été d'un précieux secours dans un dossier essentiel pour nous du Québec et du Canada, la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Donc, passons de la diversité culturelle ou de l'exception culturelle à l'exception agricole que d'aucuns ont réclamé aujourd'hui. J'inviterai donc l'honorable Lisa Froula, directrice générale de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec, à nous entretenir donc de la contribution à la sécurité alimentaire. Merci beaucoup. Ça me fait un énorme plaisir. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Mais vous allez voir, on va discuter ensemble, on va jaser. Ça me fait un énorme plaisir de vous rencontrer, vraiment. Et j'ai même insisté pour être ici parce que ce dossier de sécurité alimentaire nous concerne tous. De la nourriture suffisante pour tous. Est-ce qu'il y a une question plus vitale que celle-là? Elle interpelle tous les humains, les groupes aussi qui peuvent agir concrètement pour augmenter ou optimiser la sécurité alimentaire. Parmi ces groupes, et ce n'est pas un reproche, mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, on s'en souvienne, il y a parmi ces groupes ceux qui peuvent aider. Les écoles hôtelières, comme celle que j'ai l'honneur de diriger. Je dirige l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ. Donc, je vais avoir le plaisir là, de vous expliquer ce que des établissements comme la nôtre, ces établissements d'enseignement, peuvent faire par rapport à cet enjeu crucial qui est celui de la sécurité alimentaire. Auparavant, ceux qui ne connaissent pas l'Institut de l'hôtellerie, c'est normal pour certains d'entre vous, j'aimerais vous la présenter. L'Institut va fêter dans quelques mois son 50e anniversaire. C'est une institution du gouvernement du Québec, la plus importante école canadienne en tourisme, en hôtellerie, en restauration, en gastronomie et en sommellerie. L'une des caractéristiques qui distingue l'ITHQ des autres établissements d'enseignement, c'est que l'Institut offre des programmes aux 3 ordres d'enseignement. Le secondaire, soit la formation professionnelle, ce qu'on appelle les petites mains. Le collégial, la formation technique et l'universitaire. Nos programmes donc couvrent tous les métiers et les professions de l'industrie, et ce, à tous les niveaux hiérarchiques. Du serveur en salle, du gestionnaire principal d'un établissement, en passant bien sûr par le chef et les autres employés de cuisine. L'ITHQ se démarque aussi par un enseignement qui est novateur, enrichi par rapport aux exigences gouvernementales et fortement axé sur la pratique avec des stages en entreprise au Québec, au Canada et à l'étranger. Et ils sont tous, ces stages, encadrés par des professeurs. Pour que ces formations répondent aux plus hauts standards, l'ITHQ dispose sous un même toit
d'un hôtel-école 4 étoiles et nous vous invitons, quand vous êtes de passage à Montréal, de venir demeurer chez nous. De 2 restaurants d'application pédagogique, ainsi que d'un centre d'expertise et un centre de recherche très réputé. Enfin, l'Institut travaille en étroite collaboration avec l'industrie et avec d'autres établissements d'enseignement ou organismes, dont plusieurs sont reconnus internationalement. Nous avons établi un solide réseau de contacts, en plus de conclure plusieurs alliances, par exemple avec Cuisiniers sans frontières, obtenu des certifications comme Ici on recycle, la Clé verte, les prix Viva du Conseil québécois des événements éco-responsables. Et je peux dire qu'après 50 ans d'existence, l'ITHQ jouit d'une réputation des plus enviables, soit celle d'un centre d'excellence d'envergure internationale. Notre expertise a d'ailleurs profité à plusieurs pays émergents à travers le monde. Cela dit, une fois que je vous ai tout présenté ça, là, en quoi peut-on être utile dans la conversation que nous avons aujourd'hui? Comment une institution comme la nôtre peut-elle vraiment contribuer à la sécurité alimentaire dans le monde? Parce qu'après tout, aller à l'hôtel, au restaurant, relève davantage du luxe et de la nécessité, et que manger à sa faim, c'est une première nécessité. Bien sûr, et vous pourriez aussi ajouter que la société québécoise est riche, qu'elle dispose d'une offre alimentaire abondante et variée. Alors, que viennent faire des écoles hôtelières comme l'ITHQ dans vos débats? La réponse, moi, j'ai commencé à vous la donner. Je vous ai dit que la sécurité alimentaire concerne tous les êtres et groupes humains. Un établissement comme le nôtre doit aussi faire partie des solutions. N'oublions pas qu'il y a la sécurité alimentaire, mais malheureusement pour les pays riches, il y a son envers aussi à cette sécurité-là. Et je vais vous donner quelques exemples. 1, pays riche. Surconsommation et gaspillage d'aliments. L'utilisation des parties nobles des aliments seulement. On est très filet mignon. Filet de porc, filet de toutes sortes de choses. Le reste, c'est pour les autres ou autre chose. Une trop grande empreinte écologique lors de la préparation des aliments. Le fait qu'on ne récupère pas ou on ne composte pas les restes quand on pourrait le faire. La non-adoption de circuits courts de distribution et enfin, trop d'importations au détriment des achats locaux. Bien sûr, les écoles hôtelières comme les THQ ne peuvent pas résoudre tous les problèmes, mais elles ont le moyen de faire leur part. En outre, les restaurants de toutes catégories, dans un pays comme le nôtre, sont particulièrement visés pour l'adoption de meilleures pratiques, en plus d'être des lieux privilégiés pour s'adresser à la population sur ces questions. Question aussi de les sensibiliser, de leur montrer que d'autres parties, outre les parties nobles, sont aussi très bonnes et peuvent faire partie de la gastronomie. À ce sujet, je vais vous donner quelques chiffres. Bon an, mal an au Québec, 25 % des dépenses alimentaires des ménages sont effectuées dans les restaurants. Ceux-ci réalisent des ventes de plus de 13 milliards de dollars et la tendance est à la hausse. D'ailleurs, d'après Sylvain Charlebois de l'Université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse, si la tendance se maintient, les Canadiens risquent de dépenser autant au restaurant qu'à l'épicerie en 2030, 2035. Aux États-Unis, d'ailleurs, la parité, là, elle est déjà faite. Hein. Les gens dépensent 50-50. Nos modes de vie expliquent ça. Les gens travaillent de longues heures, les mères aussi. Donc, vont manger au restaurant, à moins qu'ils aient recours aux repas prêts à manger ou prêts à cuisiner. Ceux-là sont de plus en plus populaires. D'ailleurs, quand on parle de restauration, on englobe le tout. Or, qui conçoit ces deux types de produits? Ce sont les chefs. Et ce sont souvent les chefs
diplômés de grandes écoles hôtelières. Donc, pour bien former ces étudiants à des pratiques éco-responsables en hôtellerie et en restauration, nous devons prêcher par l'exemple. Ainsi, l'Institut s'est doté d'un plan d'action quinquennal de développement durable et ça ne fait pas longtemps, hein? Ça fait 2 ans qu'on l'applique. Et je vais vous donner quelques résultats. Nous parvenons à mettre en valeur 75 % de nos matières résiduelles et nous visons un taux de 90 %. Nous achetons des produits de proximité aux Québécois. C'est le cas pour 100 % des produits laitiers, des œufs, du porc, de la volaille et près de 50 % des fruits et légumes. Nous annonçons d'ailleurs fièrement la provenance des régions ou des fournisseurs locaux sur les menus, question que le consommateur sache aussi que tout ça se fait et que ça existe et que lui aussi, chez lui, il y a cette responsabilité-là. Le site de l'ITHQ produit aussi de la nourriture. Nous avons, sur le toit de l'immeuble, une ruche de 5000 abeilles, des poiriers. Nous faisons pousser nos fines herbes ainsi que des fleurs comestibles. Les profits de la vente du miel sont versés à Cuisiniers sans frontières, dont je vous parlais tantôt, qui est un organisme sans but lucratif qui travaille auprès des personnes en difficulté dans les pays émergents, comme Madagascar et Haïti, afin qu'elles reçoivent une formation en cuisine qui les aidera à s'insérer dans le marché du travail. Nos étudiants et notre personnel s'engagent aussi sur le plan social, en participant à des collectes de fonds. Et nous donnons plus de 7 900 kilos d'aliments annuellement à la Maison du Père, entre autres, qui est une maison qui vient en aide à des hommes sans abri. Et puis, ensuite, s'ajoutent à tout ça de nombreuses activités de sensibilisation sur la restauration écologique que nous faisons à l'ITHQ. Je veux mentionner aussi une expérience que l'on vient de faire, là. L'ITHQ et Cuisiniers sans frontières ont participé à la conception et à la réalisation de Catastrophic Meal 2067, un événement qui s'est tenu au Danemark en avril dernier. Cet événement réunissait des chefs et d'autres experts de renommée internationale autour du thème de la gastronomie durable. Autrement dit, qu'est-ce qui va nous rester à manger en 2067 si on ne fait rien aujourd'hui? Par ailleurs, il y a autre chose aussi. Il y a plusieurs initiatives de recherche que nous menons et qui visent à trouver de façon à réduire l'empreinte écologique et de restauration. Avec l'Université Laval, nous sommes à mettre en place une unité mixte de recherche dont les travaux sont réalisés d'après une approche collaborative et multidisciplinaire unique, rassemblant chercheurs, chefs et autres employés de cuisine. Tous ces intervenants peuvent ainsi s'adonner à des recherches communes où se croisent les sciences alimentaires, les comportements du mangeur et les aspects liés aux entreprises de restauration. On cherche, entre autres, par des résultats, à promouvoir la restauration avec les produits du Québec et une restauration que l'on dit durable. Il y a d'autres initiatives, là, plein d'autres que je pourrais vous mentionner, mais je vais vous en présenter 2 particulièrement. La première initiative, c'est un projet de maîtrise d'une de nos étudiantes. Laurence Pouliot a travaillé sur la valorisation de légumes déclassés ou rejetés par l'industrie, ceux qu'on appelle en France les moches. Ceux dont l'apparence, parce que le consommateur, lui, il faut l'habituer. Alors, ceux dont l'apparence, le consommateur, lui, en veut pas. Il veut avoir une pomme parfaite, une tomate parfaite, alors que la nature ne produit pas des pommes parfaites et ni des tomates parfaites. Alors, l'objectif de ce projet, c'est de transformer les moches de tels légumes, comme, entre autres, elle a travaillé sur le panais, en purée ingrédients pour des préparations culinaires innovantes, pour lui donner aussi un débouché prometteur pour tous ces légumes rejetés. Une deuxième initiative a été menée en salle de classe dans le cadre du programme Formation supérieure en cuisine. Un de nos professeurs de pâtisserie, Gaston Sylvain, et ses étudiants
ont revisité des desserts typiquement québécois, comme la tarte au sucre et le pudding chômeur que vous allez avoir demain, mais avec une base de farine d'insectes. Et les résultats ont été tout simplement savoureux. D'ailleurs, vous avez eu des sablés faits avec de la farine de grillon. Alors, c'est nouveau. Il faut, après, que ce soit socialement acceptable. La FAO disait, pour sauver la planète, il faut manger des insectes. Alors, nous autres, on a pris bonne note. Il y a 2 ans, d'ailleurs, dans le cadre du Festival Montréal en Lumière, les repas, c'est un festival qui a lieu là, fin février, début mars, pour promouvoir la gastronomie là, et la gastronomie du Québec. Alors, nous autres, on a décidé à l'UTHQ de composer un menu exclusivement à base d'insectes, de l'entrée au dessert. Et nous avons affiché complet chaque soir. Donc, le Nord peut aussi apprendre du Sud et nous en sommes très fiers. Alors, ce sont là 2 exemples de nos activités pédagogiques en lien avec des innovations éco-responsables. En fait, dans tous nos programmes, tant en cuisine qu'en gestion, nous sensibilisons nos étudiants à l'importance de réduire leur empreinte écologique en restauration et en hôtellerie. Et on leur apprend, par exemple, à ne rien délaisser dans les aliments. Nous avons aussi des cours dont l'essentiel du contenu est centré sur des pratiques écologiques. Par exemple, en gestion de l'immeuble et en pratique environnementale en hôtellerie et en restauration, dans le cadre du baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, on y aborde, entre autres, le paradoxe de l'industrie liée aux questions de développement durable, comme l'éco-blanchiment. On n'y pense pas, mais effectivement, nous lavons des draps, des nappes, comme ça se fait ici au Palais des Congrès. On fait quoi, là? Comment? Quel produit peut-on utiliser pour être éco-responsable? Les étudiants aussi sont amenés à remettre en question certaines pratiques pour les optimiser sur le plan environnemental. De plus, d'ici 2020, nous entendons intégrer un volet sur les produits québécois dans la majorité de nos cours et programmes de formation. Enfin, l'ITHQ travaille à mettre sur pied une formation en ligne en hygiène et salubrité alimentaire pour les gestionnaires d'organismes et d'aide alimentaire qui doivent gérer le tri et la redistribution des produits à leurs bénéficiaires. L'objectif est de réduire le gaspillage, mais aussi en assurant la sécurité des produits recyclés et redistribués. Donc, voilà ce que peut faire et doit être fait pour un établissement d'enseignement comme les THQ. La contribution à la sécurité alimentaire à l'heure des changements climatiques, c'est un souci de tous les instants pour enseigner de bonnes pratiques et susciter l'innovation. Pour nous ici, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, en Europe, qui mangeons à notre faim, cela doit être bien plus qu'une question morale. C'est une obligation, car on ne peut pas prétendre sérieusement faire notre part en faveur de la sécurité alimentaire si nous contredisons celle-ci par des pratiques nuisibles et en ne posant pas tous les gestes pour y mettre fin ou encore pour faire mieux. Puis ensuite, il y a l'influence que nos étudiants bien formés aux enjeux environnementaux de leurs pratiques, une fois sur le marché du travail, cette influence que ceux-ci peuvent avoir sur le consommateur, sur leur clientèle. C'est cette responsabilité sociale que j'ai mentionnée tantôt. Ils se doivent de le faire. Et je vais vous dire une chose, les jeunes aujourd'hui, ils sont habitués. Les jeunes aujourd'hui veulent embarquer. Mais entre le vouloir embarquer, l'effort de le faire, et de le faire non pas juste en initiative ou encore en cours, mais le faire constamment, là, que ça devienne l'habitude professionnelle, ça, il faut vraiment continuer de peser sur le clou.
Puis je vous l'ai dit à quel point la restauration est importante chez nous. Donc, imaginez le pouvoir qu'ont ces étudiants qui deviennent ces travailleurs de l'industrie pour influencer le consommateur, leur clientèle, à des courants de consommation qui sont des courants de consommation alimentaire là, qui sont responsables. Or, je termine là-dessus. Pour que ces nouveaux courants s'implantent dans toute la population, et ce, de façon durable, une prise de conscience générale s'impose chez nous. Celle du respect sans concession, sans compromis, que tous et chacun doivent avoir pour les aliments. Nos travailleurs de la restauration, quel que soit leur métier et leur niveau hiérarchique, peuvent et doivent contribuer à ce changement de mentalité. Et je dois vous dire, en terminant, que vous savez, les chefs aujourd'hui, ce sont des vedettes. Vous le savez comme moi. Ce sont des vedettes, on les voit partout. C'est nouveau, là. C'est une tendance, là, et qui continue à se maintenir. On les voit à la télévision, dans les canaux spécialisés, on les voit, on les voit aussi, ils communiquent avec nous au travers les médias sociaux. Ils peuvent faire changer les mentalités. Et je peux vous dire que, dans le fond, tout commence par eux. Ce sont les agents de changement au niveau de la clientèle et du consommateur. Et veut pas, personne, aucun consommateur, aucune population, tu sais, la population, surtout la population là, les pays du Nord, les pays riches, là, ils ne changeront pas leurs habitudes si ils ne sentent pas qu'à partir du haut, ça peut être intéressant, c'est appétissant, c'est agréable et aussi qu'il faut le faire. Alors, ça prend ces chefs-là qui ont été entraînés dans les grandes écoles hôtelières, et ça, il y en a partout, à travers le monde, écoles hôtelières, écoles de cuisine, écoles de restauration, de gestion, même de sommellerie aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui vont donner le ton, qui vont faire en sorte que nous allons changer nos habitudes pour ne pas être obligés, en 2067, de faire face au catastrophic meal. Alors voilà, merci de votre attention. Et maintenant, j'ai le plaisir de faire écho à quelques suggestions formulées par des chefs d'ici et d'ailleurs en réponse à la question que les organisateurs du colloque leur ont adressée il y a quelques jours. Alors, on a demandé à des chefs, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans leur pratique quotidienne pour diminuer leur empreinte écologique? Et voici 4 suggestions là, qui ont été retenues. Chef Jürgen Weingarten, qui dit, lui, qu'un des principaux critères de ma cuisine est la transparence. Voilà pourquoi je n'achète aucun produit préparé. Marc Sapienza, de Boston, nous a écrit « Nous avons un programme assez complet de recyclage. Nous avons aussi une unité d'agriculture urbaine où nous cultivons nos propres germinations et de jeunes pousses. » Pierre Lortie, qui était chef de cuisine à la délégation générale à Paris, « Je transforme les légumes moches en utilisant tout leur potentiel. Jus de légumes, eau végétale, légumes déshydratés. » Et Christophe Sécher, du restaurant Le Continental, ici, « Nous utilisons des poissons et des fruits de mer issus de pêche éco-responsable en privilégiant les produits locaux et de saison et en réduisant autant que possible l'importation d'aliments provenant d'outre-Atlantique. » Voilà. Ça, là, je vais vous dire, c'est nouveau, là. On lit ça, puis je suis convaincue que vous dites, ben oui, mais c'est normal, ça paraît simple. Normal. Voyons donc, on vient de découvrir ça.
Croyez-moi. La réponse, c'est oui. Parce que quand la nourriture, elle est là et qu'elle est abondante, le gaspillage, bon, on s'en fait pas trop. Puis ensuite, le restaurateur, il ne faut quand même pas oublier, hein, ça coûte plus cher recycler que de jeter. Ça coûte plus cher essayer puis de réutiliser puis de casser la tête pour réutiliser que d'aller puis de développer un aliment neuf. Alors, c'est toute cette chaîne que nous sommes à briser actuellement et que l'on enseigne à nos jeunes, à nos étudiants à briser. Maintenant, pour conclure sur le thème d'éco, là, c'est le temps, je te fais été, là, c'est le soir, fait que on va goûter à quelque chose. Alors, sur le thème de l'éco-responsabilité, vous allez découvrir que le chef Daniel Vézina, un de nos grands chefs, qui est reconnu, lui, pour ses prises de position en faveur de l'achat local, de la cuisine responsable et du non-gaspillage. D'ailleurs, il vient là, de sortir un livre là-dessus. Si vous ne l'avez pas, là, procurez-vous-le, c'est formidable. Ce qu'il a fait, c'est qu'à partir de composantes qu'on a généralement tendance à mettre au rebut, M. Vézina a imaginé une recette de kéfir. On vous la passe là, actuellement. Illustrant de façon concrète qu'une récupération inspirée peut donner de très bons résultats. Il a concocté le kéfir spécifiquement pour le colloque. Ce kéfir a été produit à partir de queues de fraises et de pelures de rhubarbe. Nous allons découvrir tous ensemble le résultat de cette initiative que nous saluons avec fierté. Et moi, je suggère, d'ailleurs je vais lui suggérer, là, au chef Vézina, d'appeler ça le kéfir FAO. Et pourquoi pas? Et en accompagnement de votre kéfir, vous allez avoir aussi un hommage à la récolte d'automne. C'est un pot pourri d'automne avec tous les légumes, les bons légumes que l'on cultive ici au Québec en cette saison qui est si formidable pour les récoltes. Alors à vous tous, bonne fin de congrès et je vais vous dire un merci tout particulier. Et on fait un toast. Alors à vous tous, je vous dis à vous tous un merci tout particulier de penser et de vous intéresser à la sécurité alimentaire parce que vous comme moi savez que c'est inquiétant si on ne s'y met pas tout de suite, si on ne se met pas tout de suite à la tâche. Alors à vous tous, santé.